Dans ce sixième cours, dans cette sixième leçon du cours sur Ludwig Mies van der Rohe, nous allons le voir quitter l'Allemagne, où sa carrière est interrompue pour des raisons économiques, politiques, symboliques, et aborder les rivages de l'Amérique du Nord, où son activité va connaître un rebond significatif dès lors qu'il se sera installé à Chicago, au terme de péripéties qui le voient hésiter, tenter différentes solutions, répondre à différentes sollicitations avant que de pouvoir finalement trouver des conditions de travail, mais aussi des conditions d'enseignement dans lesquelles il va renouveler les recherches pédagogiques qu'il avait engagées avec le Bauhaus de Dessau et de Berlin. Donc, nous voyons ici Mies sur un des chantiers de l'Illinois Institute of Technology, dont il dessinera le campus et sur lequel il construira une vingtaine de bâtiments, mais dans lequel aussi il déploiera à partir de 1939 son enseignement. Donc, reprenant dans un contexte bien différent, bien plus, je dirais, pacifié que celui du Bauhaus des années de Weimar, il retrouvera le chemin à l'enseignement, développant avec ses élèves des relations étroites dans lesquelles on le verra évidemment façonner leurs réflexions, leur soumettre des thèmes de projet, mais dans le même temps apprendre d'eux et reprendre certains de leurs travaux et en faire les développer sous la forme de ses projets personnels. Cette photographie le voit impeccablement habillé en noir avec son habituelle pochette de soie, ses chaussures admirablement cirées dans la boue du chantier de l'IIT, mesurant la proportion d'un entablement. Cette image montre bien que dans l'univers technologique qui transparaît derrière, celui de Chicago, celui d'une ville où l'on construit en métal, en briques et en verre, eh bien les proportions importent toujours à Mies. Les thèmes de l'architecture intemporelle lui, lui sont toujours chers et il essaye de les mettre en œuvre dans ses projets. J'ai souligné l'admiration précoce du jeune critique Philip Johnson pour l'œuvre de Mies van der Rohe et le fait qu'il lui avait fait réaliser son appartement de jeune homme à New York. Philip Johnson est aussi engagé dans l'opération mémorable du Musée d'Art moderne de New York qui réalise en 1932 une exposition intitulée Modern Architecture, sa 15e exposition consacrée au travail de Le Corbusier, de Frank Lloyd Wright, de Aude, de Gropius et de Mies. Nous voyons ici une version de cette exposition qui, après avoir été présentée à New York, fera le tour des États-Unis. Elle y sera présentée notamment dans les grands magasins, éventuellement dans quelques musées. Et donc, l'œuvre de Mies sera diffusée assez largement aux États-Unis dès le début des années 30. Donc, il y a une réception assez féconde de son œuvre avant même qu'il soit question qu'il émigre, avant même qu'il se décide lui-même à le faire. Et j'évoquerai certains épisodes précoces dans lesquels nous voyons le directeur, fondateur du Musée d'Art moderne de New York, Alfred Barr, Joseph Hudnut, architecte et doyen de l'école d'architecture de Columbia University à New York, puis de celle de Harvard. Nous allons les voir essayer de s'attacher les services de Mies avant qu'ils finissent par arriver à Chicago. Une première invitation, oui, Philip Johnson avait tenté d'ailleurs, après cette exposition de 1932 qu'il avait conçue avec Henry Russell Hitchcock, il avait tenté de monter une exposition du travail des élèves de Mies. Donc une exposition du Bauhaus de Mies qui aurait été évidemment complémentaire de celle que Gropius va consacrer à son Bauhaus, à celui qu'il a dirigé. Une première invitation pour Mies van der Rohe arrive en Allemagne en décembre 1935. On lui propose d'enseigner, l'historien de l'art d'origine allemande Albert Neumayer lui propose d'enseigner au Mills College de Oakland, dans la banlieue de San Francisco. Il refuse, c'est un peu loin, mais aussi il a encore en 1935
l'espoir de pouvoir intervenir dans l'exposition allemande du textile prévue pour 1937 et dont le grand organisateur est son ami et son mécène Hermann Lange. Lorsqu'il fête ses 50 ans le 27 mars 1936, il discute avec ses amis une autre invitation qui vient de l'Armor Institute, école d'ingénierie et marginalement d'architecture de Chicago, et cette fois ne ferme pas finalement définitivement la porte. En juin 1936, l'année suivante, Alfred Bark, directeur du Musée d'Art moderne, lui propose de travailler au projet d'un bâtiment spécifique pour le musée, qui jusque-là était abrité dans une maison en pierre de la 53e rue de New York, dans une petite maison. Il le propose aussi, Barr propose aussi cette commande ou cette intervention à Gropius et à Out, c'est-à-dire aux figures qui avaient été présentes lors de l'exposition de 1932. Miss rencontre en août 1936 Joseph Hudnut, doyen de l'école de Harvard, qui avait déjà engagé la modernisation du cursus de Columbia. Hudnut avait notamment recruté à Columbia Jan Rutenberg et William Turk Priestley, qui avaient été des élèves du Bauhaus de Mies. Mais c'est en définitive Harvard, c'est en définitive Gropius que Hudnut invite, tandis que Barr continue encore pendant cette période à imaginer qu'il va confier le musée à Mies, que ses amis, que ses proches pressent chaque jour un peu plus, donc en 36-37, de quitter l'Allemagne, de quitter une Allemagne dans laquelle sa place est de plus en plus étroite. Alors, Mies arrive un peu tard, il arrive après Gropius notamment, et il n'a donc pas ce tremplin que donne aussi à Gropius la notoriété du Bauhaus. Gropius va parvenir à réaliser en 1938 dans les galeries du MoMA une exposition sur le Bauhaus de 19 à 28, c'est-à-dire le Bauhaus qu'il a dirigé lui-même, et non ni celui de Hannes Meyer, ni celui de Mies. C'est une exposition, je dirais, sectaire de propagande de Gropius, mais dont l'impact sera considérable. Par ailleurs, Gropius parvient rapidement, dès son installation, à réaliser des bâtiments qui lui font de lui, qui l'acclimatent à l'architecture américaine, qui font de lui un architecte presque local. C'est le cas de la maison démonstrative qu'il construit pour lui à côté de Cambridge, dans la banlieue de Boston. Cette maison qui reprend certains des thèmes de son architecture, au plan très ouvert et fonctionnel. Il réalise aussi d'autres maisons dans lesquelles il s'approprie des textures qu'il n'utilisait guère en Allemagne, notamment la construction en bois, travaillant toujours avec l'ancien enseignant du Bauhaus, Marcel Breuer. Avec Breuer toujours, et toujours avec un plaquage de bois, il construit cette Siedlung, cette cité pour les travailleurs de l'aluminium en Pennsylvanie, un ensemble qui est intéressant parce qu'il est beaucoup plus organique, beaucoup plus articulé et découpé en réaction au terrain aussi que l'avaient été les ensembles de logements que Gropius avait construits en Allemagne. Donc on voit Gropius réagir à sa manière au paysage américain. Enfin, parmi les projets importants, à la fin des années 40, il construit le Graduate Center de Harvard, c'est-à-dire qu'il devient une sorte d'architecte officiel de l'université, avec l'agence coopérative qu'il a créée, The Architects Collaborative. Alors, Gropius n'est pas le seul à porter le message du Bauhaus aux États-Unis. D'ailleurs, le message du Bauhaus se diffuse ailleurs. J'ai parlé de la brigade de Ernst May partie vers les steppes d'Asie centrale en 1930 et qui ici est quelque peu perdu. Joseph Albers crée un programme au Black Mountain College en Caroline du Nord qui sera déterminant, dans lequel il recrute des enseignants comme Buckminster Fuller. Ce sera un lieu déterminant pour la formation, par exemple, de John Cage, de beaucoup musiciens, du chorégraphe Merce Cunningham, de beaucoup d'artistes déterminants de l'Amérique de l'après-guerre. Donc c'est le deuxième point, le deuxième spot, si l'on veut,
Black Mountain College et aussi Chicago. Avant même et parallèlement à Miss, c'est là que Moroy Hodge est appelé à créer ce qu'il appelle un nouveau Bauhaus, un New Bauhaus, qui sera en fait une école de design et qui finira par fusionner avec l'école d'architecture de Miss. Alors, Miss se retrouve donc à New York, d'abord en 1937, pour discuter avec les écoles, les universités, le musée d'art moderne, pour parler aussi d'une commande dont je vais dire un mot. Il s'y trouve avec Hilbersheimer, et ce n'est pas totalement une coïncidence. Hilbersheimer émigre aussi, mais Hilbersheimer est quelqu'un qui s'intéresse depuis longtemps à l'Amérique et qui a publié beaucoup de bâtiments américains. Et je dirais que l'intérêt de Miss pour l'Amérique, au-delà donc de la pression des circonstances, de l'importance qu'il y a pour lui d'émigrer, doit s'inscrire dans ce que l'on peut appeler l'américanismus, c'est-à-dire l'intérêt de toute la communauté, de toute la culture allemande en général, la culture technique, architecturale, artistique pour l'Amérique. Dans le champ de l'architecture, cet intérêt se cristallise dans des ouvrages extrêmement importants. Le livre que Mendelssohn rapporte, publie après son voyage en Amérique, America, livre d'images d'un architecte, dans lequel il propose une vision tout à fait nouvelle du paysage urbain américain, sans par ailleurs l'idéaliser d'ailleurs. Un livre de Martin Wagner, le responsable de l'habitation et de l'urbanisme à Berlin, ce livre de Behrendt, qui avait été, on s'en souvient encore, sans doute le partenaire de Mies pour l'exposition de la Weissenhof-Siedlung, le chargé du programme culturel. Behrendt rend compte de l'urbanisme et de l'habitation aux États-Unis, il finira par y émigrer d'ailleurs, comme Mendelssohn et comme Hegemann, Werner Hegemann, critique d'architecture berlinois, excellent observateur de la scène urbaine américaine, à laquelle il a consacré des expositions. Hegemann publie cet important volume en 1927 à la suite d'une exposition qu'il organise en 1926 et qui fait le tour de l'Allemagne. Donc, tant Mendelssohn que Behrendt que Hegemann, tous les héros de l'américanisme architectural ou urbanistique, finissent par se retrouver aux États-Unis avec les survivants du Bauhaus. Hegemann n'était nullement un partisan du Bauhaus. Il avait fortement combattu les architectes les plus radicaux, mais il se retrouve comme eux aux États-Unis. Pour sa part, il enseignera à Columbia avant de mourir en 1938. Mies, quant à lui, va se voir engagé dans la construction d'une maison dans le Wyoming, dans l'ouest des États-Unis. En avril 1938, la revue House and Garden lui avait demandé déjà, lui demande un projet sur le thème de la maison de demain, qu'il ne fera pas sous cette forme-là. En revanche, le rapport avec les resources est autrement plus fécond, en tout cas au début. Donc Stanley Burnett Resor et son épouse Helen Lansdowne sont des figures de la scène mondaine de New York. Resor est le président de l'agence de publicité Walter Johnson, qui a connu un essor considérable depuis le début des années 20. Son épouse Helen est une trustee du musée d'art moderne de New York. Donc elle fait partie de ces dames fortunées qui président aux destinées du musée et qui continuent pour une part à le faire aujourd'hui, pas les mêmes, leurs descendantes. Barr avait conseillé à Helen de s'adresser à Mies après que Philip Goodwin a fait un premier projet pour sa maison. Philip Goodwin est cet architecte que le MoMA soutient beaucoup et qui d'ailleurs réalisera le bâtiment du musée, le premier bâtiment du musée en 1939. Helen collectionne les œuvres d'artistes européens, elle s'intéresse à l'architecture moderne et lors de son premier voyage en 1937, pendant l'été 1937, Mies va se rendre immédiatement dans le Wyoming pour voir le terrain sur lequel Helen veut construire, ou plutôt achever une maison commencée par Goodwin. En chemin, Mies s'arrête à Taliesin, Wisconsin, c'est-à-dire dans la maison et l'atelier de Frank Lloyd Wright, pour voir le maître, pour visiter également
cette maison qu'il a reconstruite dans les années 20. Il est impressionné évidemment par le contact direct avec Wright, qu'il accueille avec à bras ouverts, voyant en lui un disciple. Et Smith fait le voyage jusqu'à Racine, dans le Wisconsin, à côté, où se trouve le bâtiment administratif de la Johnson Works que Wright est en train de construire. Et il est tout à fait impressionné par ce bâtiment. Il s'exclame « Liberté » devant cette architecture, « Liberté », c'est un véritable royaume. Donc il découvre avec ce bâtiment de la Johnson Works les vertus des grandes halles, des grands espaces sur lesquels il travaillera plus tard aux États-Unis. On le verra les mettre en œuvre pour l'IIT dans ce cours et plus tard pour d'autres programmes. On peut penser que le bâtiment de la Johnson Works a joué un rôle important dans tout cela. Mies finit par rentrer aux États-Unis en avril 1938 après avoir dessiné de premières esquisses pour le projet Resort, qui est un projet plus compliqué qu'il n'y paraît. En effet, sur ce torrent, Philip Godwin avait construit déjà un morceau de bâtiment, un fragment de bâtiment, vous voyez ici, habillé en bois avec une forme peu incurvée, et il avait construit un pont en béton qui était censé être le support de la maison. Mais le projet s'était arrêté là. Mies doit hériter de ce reste du projet de Goodwin et qui est implanté dans un site absolument remarquable. Voici le site vu depuis le pont, la plateforme de ce pont construit par Goodwin. C'est donc dans ce site absolument spectaculaire, avec les monts des grands Tetons au fond, que Mies doit travailler. Donc, il est piloté par deux anciens du Bauhaus dans son voyage. Il a été piloté par Rogers, John Barney Rogers, qui n'a pas été au Bauhaus, mais aussi par Bertrand Goldberg, William Presley, dont j'ai déjà parlé. En tout cas, c'est avec Rogers qu'il va travailler sur ce projet. Et ici, je voudrais évoquer les lectures que Mies, comme tout enfant allemand de sa génération, a dû faire sur l'Amérique. Ces lectures, ce sont les romans de Karl May, qui n'avait pratiquement jamais été aux États-Unis, en tout cas pas autant qu'il le laisse entendre dans ses livres, et qui avait, pour le bonheur des enfants allemands, publié des dizaines de volumes, des aventures de Winnetou l'Apache, du trappeur Old Shatterhand, que vous voyez à gauche. Donc, Karl May, qui aimait la mascarade, a fait rêver des générations d'enfants allemands jusqu'à ce jour, puisque le cinéma s'est emparé à maintes reprises du personnage de Winnetou. Donc, Mies avait une vision, et je dirais presque peut-être un désir d'Amérique. Je l'ai écrit il y a quelques années dans le catalogue de l'exposition Mies en Amérique, Mies à Berlin, pardon, l'article qui est en quelque sorte une charnière entre Berlin et l'Amérique. Et bien, Mies avait une sorte de désir d'Amérique qui n'était pas que le désir des gratte-ciel, qui n'était pas que le désir des technologies avancées, comme celles que publient ses camarades architectes, mais qui était aussi le désir des grands paysages, des grands espaces. Alors, il est clair que lorsqu'il travaille, il commence à travailler sur cette maison sur une rivière. Il a évidemment à l'esprit la maison Kaufmann, la maison sur la cascade que Wright a terminée en 1936, mais qu'à ma connaissance, il n'est pas allé voir. Il n'empêche que l'idée de construire sur l'eau, d'associer le mouvement de l'eau à l'édifice est une idée qui ne peut pas manquer de faire penser à ce projet. Mais le Mill Creek que l'on trouve ici est infiniment plus tranquille que le ruisseau de Bear Run. Donc, Mies travaille avec John Rogers et vous voyez les premières esquisses ici, une maison parallélépipédique donc portée sur les piles en bois, qui reprend, on en voit ici une autre expression, elle reprend quand on voit, voilà un croquis qui nous montre de quoi il retourne. Mies doit composer avec les éléments qui ont été laissés
qui ont été édifiés par Goodwin, et dans le même temps, il propose une maison sur le ruisseau, sur le Mill Creek, qui est une boîte en verre, qui fait penser évidemment à beaucoup de ces projets des années 30. C'est une maison portée par une ossature métallique entre deux surfaces, entre deux plans, et posée sur ces piliers en béton. Voilà des plans plus techniques qui nous montrent donc comment dans cette maison il a dû tenir compte des éléments existants, donc de ce qui avait été déjà réalisé, le bloc de la cuisine et les chambres de domestiques, il le conserve. En revanche, cette partie n'avait pas été réalisée, il la réinterprète complètement en implantant le mur et la cheminée qui sont toujours l'espace déterminant des grandes salles de séjour, et en installant les chambres et les salles de bain de ce côté de l'édifice. Donc voilà un plan géométrique assez détaillé. Ce plan est détaillé aussi en coupe. Vous voyez donc le projet connaît vraiment des développements extrêmement concrets. Ce qui est surtout significatif dans cette maison, ce sont moins ces solutions techniques dans lesquelles Mies doit travailler notamment avec ces jeunes Américains pour utiliser le système de mesure impériale, pour sortir, je dirais, du système métrique. Voici quelques croquis qui nous montrent donc cette paroi de pierre avec la cheminée conforme à celle que l'on a vue en Allemagne, mais dans lesquelles il n'y avait pas de cheminée. On retrouve les colonnes à section cruciforme utilisées systématiquement depuis Barcelone et Brno. Ici, des croquis de Rogers qui s'efforce de travailler dans la veine de Mies et qui, comme Mies l'avait fait dans les maisons à cour, dessine ces grands panneaux inspirés par des thèmes picturaux que va développer George Danforth avec Priestley dans des perspectives intérieures tout à fait étonnantes. Donc, ces perspectives sont faites un peu plus tard et elles nous montrent, ce ne sont pas des élévations mais des perspectives. On voit bien, on devine que le plancher et le plafond sont fuyants. On voit les colonnes en métal et au travers de ces colonnes de métal, le paysage. Donc, Mies utilise ici à la fois les très grandes glaces que l'industrie américaine peut produire, encore plus que l'industrie allemande, et aussi les panneaux de cyprès, les revêtements de bois produits par les scieries américaines. Le paysage n'est plus un paysage captif, un paysage enfermé dans les murs des maisons à cour, comme si tout d'un coup les grands espaces offraient à Mies une expansion visuelle et spatiale infinie. Donc les paysages s'ouvrent et la maison devient un observatoire sur ces paysages qui sont à peine interrompus par le passage vertical des colonnes à l'intérieur de la maison. Voici une autre représentation qui nous montre les tétons vus, ou les Tetons plutôt, vus à nouveau en perspective sur la façade longitudinale de la maison. Dans un de ses plus remarquables dessins, on voit Mies ici, plutôt Danforth qui travaille sur Mies, mais à mon sens, sous le contrôle étroit du maître, on le voit installer la reproduction d'un tableau de Paul Klee, le repas coloré, qui était un tableau Bunte Mahlzeit en allemand, qui a peint en 1928 et que Hélène Rizor venait d'acheter. Mais le tableau lui-même était évidemment bien plus petit que cela. C'était une sorte de repère visuel bien plus que de reproduction. Une autre image ici nous montre à nouveau le paysage de la rivière, sans doute une vue plus réaliste que celle-ci, cadrée un peu haut, et nous montre quelle était l'idée. La maison comme observatoire dans la montagne. Ici se place un épisode intéressant. Mies avait déjà utilisé à Barcelone en 1929, on le voit à gauche, des grandes reproductions photographiques qui jalonnaient
les galeries de la représentation allemande. Et vous voyez à droite le brevet qu'il dépose avec Peter Hans, photographe, ancien du Bauhaus, Ludwig Mies et Walter Peter Hans, pour des systèmes de fabrication de grands tirages photographiques destinés à produire l'effet que le paysage authentique produit dans le cas de la maison Resort. Quant à Paul Klee, sa présence ne doit rien au hasard. En effet, Mies est un collectionneur des œuvres de Klee. Ses amis lui ont donné un tableau de Klee pour son anniversaire son 50e anniversaire en 1936, et il les collectionne. Il en possédera près d'une trentaine. Il possédera aussi des œuvres de Schwitters, et ce qu'il y aura de remarquable dans son appartement de Chicago sera la présentation de tous ces tableaux. Quand on lui demandera, j'anticipe un peu pourquoi il n'a pas pris d'appartement dans les tours en verre qu'il construit à la fin des années 40, au début des années 50, il dira qu'il n'aurait jamais pu y accrocher ces tableaux de Klee. Alors, Mies, dernière étape, la maison Resort, dans sa dernière version, une maquette en a été conservée, et on voit ici comment cette maison est devenue beaucoup plus, je dirais, intégrée. Les éléments courbes du projet de Goodwin ont été, en tout cas dans ce projet, semblent devoir être complètement englobés à l'intérieur du volume, mais Resort se lasse ou change d'avis et le projet est abandonné. Alors, c'est désormais à Chicago que tout se passera. À Chicago, Mies est recruté par l'Armour Institute, qui a été créé à la fin du 19e siècle et qui est essentiellement une école d'ingénierie. Son président, Henry Townley Hield, est une figure considérable du monde universitaire américain. Il va présider l'Armour Institute, l'intégrer avec d'autres établissements pour créer l'Illinois Institute of Architecture, la IIT. Par la suite, il sera président de la Fondation Ford et président de New York University, qu'il réussira à rapatrier à Manhattan après son exil dans le Bronx. Donc c'est une figure très attachée à la modernisation du monde académique et aussi attachée à l'architecture moderne. Une anecdote veut qu'il ait refusé l'argent d'un donateur qui voulait qu'il construise un édifice néo-gothique. En tout cas, Hield fait confiance à Mies et Mies, de son côté, engage une réflexion intéressante sur les thèmes de l'architecture organique, qui se lit plus ou moins dans le campus, mais qui est un élément de son changement du changement de mentalité qu'il se produit à l'occasion de son recrutement par l'IIT, par l'Armour Institute d'abord, un recrutement qui se fait sous l'aile protectrice de Frank Lloyd Wright, qui, au dîner de présentation de Mies en octobre 1938, alors que Mies est établi définitivement aux États-Unis, fait mine de revendiquer sa paternité sur Mies. Comme il le racontera, je cite Frank Lloyd Wright, rapportant son intervention. « Je vous donne Mies van der Rohe, dit-il à l'auditoire de Chicago, je vous donne Mies van der Rohe car sans moi, il n'y aurait pas de Mies, certainement pas ici ce soir. Je l'admire comme architecte, je le respecte et je l'aime comme homme. Armour Institute, je te donne mon Mies van der Rohe, traite-le bien et aime-le autant que moi, il te récompensera. » Donc on voit Wright essayer de capter tout le crédit du recrutement de Mies. Quant à Mies, qui éprouve une grande sympathie pour Wright et qui en quelque sorte assimile le discours de Wright sur l'architecture organique, il va dans les textes qu'il écrit à son arrivée en Amérique, essayer de répondre aux propos de Wright, qui s'efforce de construire, comme sera dit dans la première monographie qui lui est consacrée au début des années 40, Wright essaye de construire dans la nature des matériaux. Eh bien, c'est exactement ce que reprend Mies dans son propos de ce moment-là. Apprendre à connaître les matériaux, dit-il, c'est aussi apprendre la nature
de nos usages. Nous devons les analyser clairement. Nous voulons connaître leur contenu. Comment un immeuble d'habitation se distingue réellement des autres bâtiments. Nous voulons savoir ce qu'il peut être, ce qu'il doit être et ce qu'il ne doit pas être. Aussi allons-nous examiner un à un chaque usage, déterminer son caractère et en faire le fondement de la forme. Mais Mies n'est pas du tout un fonctionnaliste, on le sait. Il affirme ici, nous devons connaître les forces porteuses motrices de notre temps. Nous devons analyser leur structure matérielle, fonctionnelle et spirituelle. Et c'est sur le spirituel que j'insiste ici, qui est, à mon avis, déterminant. Dans le préambule de son programme présenté à Hild en 1937, Mies, qui avait, je le répète, visité Frank Lloyd Wright, écrit que son objectif est de former des hommes qui créent l'architecture organique. Wright présentant à ce moment-là son entreprise et notamment son projet pour Broadacre City comme étant celui d'un capitalisme organique. Mais c'est là que je voulais en venir. Pour Mies, l'organicisme, il le trouve ailleurs, il le trouve dans les formes naturelles des livres de photographie et de botanique de Blossfeld, qu'il connaît très bien, qu'il possède. Il trouve aussi, et il continue à s'intéresser aux formes de l'industrie, telles qu'il les trouve, par exemple, dans le livre de Werner Lindner, qui est un des organisateurs, un des dirigeants du Werkbund allemand, y compris dans la période nazie, Lindner sur les bâtiments de la technique, un livre qui a inspiré entre autres les Becher, les sculpteurs Becher. À Chicago, Mies rencontre un milieu d'industriels qui s'attache fortement à la transformation de la culture visuelle. C'est ce que note aussi Frank Lloyd Wright. Il dit, Wright écrit, qui était anti-intellectuel autant que c'était possible, dira, c'est sans doute parce que la culture, entre guillemets, n'intervient pas dans les décisions des affaires que l'esprit des meilleurs hommes d'affaires est plus disponible que celui des professeurs pseudo-culturels à accepter les changements en cours. Mies s'installe à l'hôtel Blackstone sur Michigan Avenue South, face au lac à Chicago, où il va passer des mois, voire quelques brèves années avant de s'installer de façon définitive. Mais il ne semble pas avoir réagi très directement à l'architecture de l'école de Chicago, à l'architecture de le Baron Janney, de Sullivan et autres. Il n'en parlera très peu. Il dira plus tard, je ne connais pas du tout l'école de Chicago, je ne me suis pas déplacé dans la ville. Tout au plus fera-t-il état de son intérêt pour un bâtiment qui a d'ailleurs disparu, qui a d'ailleurs été détruit en 1935, qui est le magasin de gros Marshall Field Richardson, qui est une extraordinaire boîte de pierre qui fait penser au projet de Pölzig, à ces projets noirâtres de Pölzig pour Berlin d'ailleurs. Alors, Mies prend le contrôle de la filière d'architecture à l'IIT avec deux anciens maîtres du Bauhaus, Peter Hans et Hilbersheimer. Nous les voyons ici tous les trois en joyeuse compagnie, apparemment avec Erich Mendelsohn dans les rues de Chicago. Mendelsohn, avec qui Mies gardera des relations très cordiales, bien qu'il ne lui laisse en aucune manière approcher ses étudiants. Donc je reviendrai sur le programme que Mies déploie à l'IIT, et je voudrais souligner l'importance de deux projets théoriques qui apparaissent dans cette période, pendant la guerre. Le premier, c'est un musée, il s'intitule Musée pour une petite ville. Ça n'est pas une initiative de Mies tout seul, c'est un projet de la revue Architectural Forum en 1943 qui propose d'élaborer d'élaborer 2 douzaines de bâtiments. Ils sont commandés à des architectes modernes en totalité. La question est d'imaginer ce que serait une ville moyenne américaine en 1940X, lorsque la guerre s'arrêtera. On ne sait pas encore qu'elle ne durera que 2 ans. Et Mies travaille sur le projet de musée. Donc vous le voyez ici, déployer à l'échelle d'un grand bâtiment les modes de représentation et les réflexions des maisons à cour.
Donc voilà le plan de ce musée. Ce musée est un grand conteneur dans lequel l'échelle a changé considérablement vis-à-vis des maisons à cour ou de la maison Resort, mais le langage, les éléments, le lexique de parois et de colonnes en métal qui étaient utilisés pour construire de tout petits espaces est ici déployé dans un très grand volume et dans lequel des blocs entourent, des murs entourent soit un patio, soit un auditorium, soit divers services. Donc c'est une expansion à nouveau. On voit ici les horizons architecturaux de Mies se dilater au contact des programmes américains. Je disais que le travail des étudiants l'inspirait. C'est à partir de dessins d'exploration de George Danforth qu'il va élaborer ce projet, dont on voit ici quelques croquis, et notamment cette idée de ces volumes flottants à l'intérieur de ce grand espace sur plan rectangulaire. Voilà un collage qui est tout à fait significatif, qui montre dans la veine de la maison Resort, on voit les éléments de la structure disparaître pratiquement. Ils sont là juste pour rappeler qu'ils existent, mais ils disparaissent fortement. Dans ce collage, évidemment, la pièce maîtresse, c'est la reproduction du Guernica de Picasso, qui était arrivé à New York après l'exposition de 1937 et qui avait été exposé à Chicago en 39-40. Donc Mies avait eu l'occasion de voir cette grande œuvre de Picasso. Et d'ailleurs, Philip Johnson lui proposera de l'installer, de créer un pavillon pour présenter la toile dans les jardins du MoMA. Un deuxième projet, voilà une autre représentation de cet espace intérieur, dans une sorte de dessin qui est intéressant, une représentation fractale en quelque sorte. On voit le dessin dans le dessin ici, à moins que ce soit une erreur, mais ce qui est possible. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir à nouveau Guernica, ces sculptures modernes, à l'intérieur d'un espace qui, cette fois-ci, est un espace mesuré par la grille du sol. Autre projet, un projet encore plus abstrait, c'est celui de cette salle de concert de 1942. Ce projet est essentiellement connu au travers de ce photomontage. Cette fois-ci, Mies ne crée pas la structure de poteaux serrés sur une trame orthogonale que l'on a vue auparavant, que l'on voit dans le plan du musée. Elle n'est pas évoquée. La structure, en fait, il s'agit ici d'un aménagement qui est censé créer un espace flottant à l'intérieur d'un grand espace préexistant. Mies, dans ce projet en tout cas, ne s'attache pas à le dessiner. Il utilise simplement la photographie que vous voyez à gauche de l'usine d'avions Glenn Martin, que Albert Kahn, architecte de Ford et de General Motors, a construit à la fin des années 30. Vous le voyez ici, c'est cette photographie qui sert de fond au montage de Mies. Mais on a aussi à l'esprit, alors qu'en tout cas j'y pense peut-être par isocentrisme, on peut penser aussi à cette fascination qu'avaient les architectes de la génération de Mies pour les très grands espaces, et notamment pour cette galerie des machines construite en 1889 et que Siegfried Giedion avait largement publié depuis les années 20. Alors, retournons à l'IIT, qui est donc une ville dans laquelle les grandes entreprises s'intéressent au design. Le président de la Container Corporation of America, PEPCO, par exemple, avait soutenu en septembre 1937 la création du nouveau Bauhaus de Hoynodge, dont j'ai déjà parlé. Mies est soutenu quant à lui par le parrainage de Wright, par celui de la profession et par l'industrie dont il découvre les représentants sur le campus de l'IIT. Alors, sur le campus de l'Armor Institute. Et donc, le premier projet sur lequel il travaille, c'est une extension de l'Armor Institute. Vous voyez ici la trame urbaine de Chicago et ce projet assez conservateur de Holabird et Root pour ce campus.
un projet symétrique qui déploie essentiellement des bâtiments en forme de L, de part et d'autre d'un grand axe monumental. Un autre projet, peut-être plus moderne dans son écriture, est proposé lorsque le campus, et nous voyons toujours ici l'édifice originel de l'Armor Institute, lorsque l'Armor Institute déploie, se dilate pour devenir l'Illinois Institute of Technology. Mais il travaille quant à lui à partir donc sur une emprise d'environ 60 km² de slums qui sont détruits, de logements réputés insalubres. Les habitants africains, américains sont expulsés. Le campus lui-même porte sur 25 hectares au sein de ces 60 km². Donc c'est une pièce relativement limitée à l'intérieur d'un très grand projet. Le projet de Mies est élaboré de façon, je dirais, élémentariste. Il le développe à partir de l'analyse des éléments constitutifs du campus, que sont les laboratoires et les salles de classe. Vous voyez ici mesurer ces locaux et qui vont lui inspirer une grille, une trame de composition très rigoureuse, très rigide, une trame de 24 pieds de côté, horizontalement, et de 12 pieds de hauteur. Donc 24 pieds, ça fait à peu près 8 mètres de côté. C'est une trame assez large qui permet de faire beaucoup de choses. Mies va, sur la base de cette trame, analyser les différents types de bâtiments. Vous voyez ici une analyse du déploiement des locaux à l'intérieur des bâtiments linéaires. Il va proposer en définitive 3 types de bâtiments de très grand volume qui sont les équipements collectifs, des volumes unitaires, pardon, qui vont être des bâtiments de laboratoire, des bâtiments plus linéaires, des bars si l'on veut, pour les classes, et enfin des bâtiments complexes qui associent plusieurs composantes de programme. Voilà ici une recherche sur les principes de certains bâtiments avec des structures porteuses extérieures. Ce sera un des thèmes qu'il développera bien plus tard dans le bâtiment de l'école d'architecture. Ici, on le voit, imaginer les relations entre les bâtiments et ce que l'on a à l'esprit, ce sont évidemment les dessins des maisons à cour des années 30. Un autre dessin ici, du premier projet, qui nous montre que dans le premier projet, Mies avait à l'esprit, en travaillant avec Hilbersheimer, avait à l'esprit d'installer les bâtiments sur des pilotis. C'est ce que l'on trouvera dans le premier projet, qui est un projet dans lequel vous voyez donc certains bâtiments de laboratoire ou d'enseignement avec les amphithéâtres, les petits amphithéâtres ici, des bars pour les salles de séminaire ou les bureaux et les bâtiments collectifs avec à nouveau de grands auditoriums et des patios. Donc vous voyez la diversité de ces projets. Tous ces bâtiments sont dans la première version posés sur pilotis, suspendus. C'est ce que l'on voit aussi sur cette maquette qu'il présente avec Hilbersheimer. Donc, au total, Mies construira sur ce chantier, sur ce campus, 20 bâtiments d'enseignement, de recherche et d'habitation et des équipements comme la centrale et la chapelle. Pendant la guerre, l'Institut ne parvient pas à construire grand-chose, mais malgré tout, il réussit à obtenir de l'acier pour créer un premier bâtiment. Voici le plan définitif, en tout cas sur lequel s'arrête pendant un temps l'institution, pour le modifier par la suite. C'est le plan que l'on connaît au travers de son photomontage, qui nous le montre sur le fond de ce Near South Side de Chicago, dont beaucoup de bâtiments sont déjà détruits à ce moment-là. Donc on voit ici ces édifices encore dans la version flottante sur pilotis. L'idée que Mies a pour les édifices, et notamment les plus grands d'entre eux, c'est de construire de grandes façades de verre très diaphanes, avec des ossatures très légères. Il n'aura pas l'occasion de déployer cette esthétique, et son premier bâtiment s'apparenterait plutôt à ses précédents industriels allemands,
dans lesquels les parois de briques sont tenues et tendues autour d'une ossature de métal, la chaufferie de l'imprimerie Mosse de Mendelssohn à gauche, largement publiée, les bâtiments de la mine Zollverein ici, de Schupp et Kremer, qui sont des architectes industriels qui ont beaucoup de succès, ce sont les sources allemandes, à partir desquelles Mies va élaborer ces bâtiments. Des bâtiments qui, cependant, ont, on le voit, une toute autre qualité esthétique. Ce bâtiment est le bâtiment du laboratoire de recherche sur les minéraux et les métaux est un bâtiment indispensable pour l'effort de guerre américain. Il reçoit donc une dotation d'acier qui est interdite à la plupart des chantiers civils pendant cette période. Il est intéressant que pour réaliser ce bâtiment, Mies triche un tout petit peu sur sa trame de 24 pieds, lui ajoutant un demi-pouce afin de tenir compte des dimensions des briques. Ce qui est intéressant dans ce bâtiment qui est à l'intérieur, qui a une double hauteur un peu roulant, un peu à l'image de la halle des turbines de Behrens. Ce qui est intéressant dans ce bâtiment dont on voit l'élévation aujourd'hui, c'est que c'est un bâtiment potentiellement infini. Un bâtiment dont on peut imaginer, quand on le voit ici, qu'il puisse continuer pendant très longtemps. Ce type de bâtiment sera dénommé par Mies un bâtiment gothique parce qu'il a une nef à laquelle on peut ajouter des travées comme une cathédrale gothique. Phyllis Lambert, dont je parlerai dans le cours 8, Phyllis Lambert l'assimilera, qui travaillera avec Mies dans son agence, l'assimilera plutôt à un saucisson, donc un bâtiment qu'on peut découper en tranches. Mies donc réalise ce premier bâtiment. On voit ici un plan de détail, on en voit la géométrie de manière plus précise, briques apparentes et acier peint en noir. Il ne réalise pas les très grands bâtiments imaginés dans les années 40, tels que le bâtiment de la bibliothèque et de l'administration. On voit ici le plan de ce bâtiment qui aurait les réserves de la bibliothèque et de l'administration, un bâtiment qui, ceci dit, aurait eu un volume qui est tout à fait nouveau dans l'œuvre de Mies. Ce volume, on en avait le soupçon en voyant ces dessins, ces grands volumes susceptibles d'abriter beaucoup d'activités. Ici, donc, on voit à nouveau les réserves de la librairie, la mise au point très prudente, très soigneuse que Mies fait de ces éléments. Ces grands bâtiments, dans l'ensemble, ne seront pas réalisés. Le seul qui le sera celui de l'école d'architecture dont je vais parler. Ici, les bâtiments plus modestes, voilà le dessin de ces bâtiments, première version sur pilotis, puis les versions réalisées sans pilotis. Donc, on retrouve le langage de métal et de briques des édifices industriels allemands que j'ai évoqués plus haut. Le bâtiment le plus raffiné dans cette série, et un de ceux qui sont publiés très tôt pour rendre compte du travail de Mies, c'est l'Alumni Memorial Hall, c'est-à-dire le bâtiment qui rend hommage aux anciens élèves tombés pendant la guerre. En voici l'ossature métallique, donc une ossature très solide. Mies a abandonné les ossatures très grêles de ces habitations des années 30, de 20 ou 30, notamment la maison Tugendhat. Il est passé évidemment à des bâtiments d'une autre ampleur. Il travaille dans le détail à la fois à l'intérieur et à la résolution de certains problèmes architecturaux éternels, le problème de l'angle des édifices, comment un thème de façade peut se retourner sur lui-même, est-ce qu'il se retourne simplement sur une ligne, sur un joint, sans qu'un traitement spécifique soit fait pour l'angle, ou est-ce qu'au contraire, il y a des formes particulières de traitement de l'angle plus complexes. Mies va dessiner couvrir des centaines de feuilles de papier, de dessins, pour résoudre cette question. Et il la résout en définitive, vous le voyez ici, sur ce détail en plan. Les poteaux sont des profils en H ou en I noyés dans le béton pour des raisons de protection incendie.
ils sont carénés, et ce carénage d'angle est raccordé à un autre I plus petit qui est semblable à tous ceux qui raidissent la façade en brique. Donc la façade en brique aboutit à un I qui se retourne à une certaine distance en ayant contourné le poteau d'angle. Voilà la solution en plan. La voici sur le terrain. Donc on voit très bien les deux I ici, et les deux I des façades latérales, et le carénage du support vertical. Le tout étant assemblé soudé sur une platine en acier. On peut noter aussi un élément très intéressant qui est ce joint creux ici. On voit ce joint creux, ce très léger joint creux qui permet de séparer ce qui est l'élément d'ossature ici qui appartient à l'angle, mais qui correspond aussi à la poursuite de cette solution qui sépare les briques de parement des briques servant à combler le vide à l'intérieur des ailes du profilé. Ce joint creux, on peut en voir un précédent dans l'Altes Museum de Schinkel à Berlin. Il est possible que Mies, on peut vraiment faire l'hypothèse que Mies ait eu l'idée d'un traitement de l'angle qui reproduirait, dans toutes choses étant égales, c'est-à-dire différentes par ailleurs, l'Altes Museum. À l'intérieur de l'Alumni Memorial Hall, cet escalier est un escalier d'une beauté extraordinaire, d'une élégance et d'une beauté extraordinaire. C'est un escalier qui capte la lumière et ici nous le voyons depuis le sous-sol, un escalier permettant d'aller dans les salles des niveaux bas, qui participe beaucoup plus, je dirais, d'une sorte d'univers du mobilier plutôt que de l'architecture solide. Cet escalier avec sa lumière, et vous la voyez ici dans cette photographie où cette lumière est assez violente, prolonge la recherche que Mies avait faite pour le bâtiment administratif du Verzeidag, ce bâtiment qui était le dernier grand bâtiment sur lequel il avait travaillé en Allemagne. Donc le Alumni Memorial Hall est véritablement un condensé de beaucoup de recherches architecturales et même, je dirais, architectoniques, parce qu'elle travaille sur l'expression de la structure avec des moyens architecturaux, et il sera largement répété dans des variantes en général moins complexes sur le campus. D'autres bâtiments sont intéressants. Je vous montre ici une vue aérienne du campus, avec l'Alumni Memorial Hall se trouve par ici. Voici le Crown Hall dont je vais parler, le bâtiment historique de l'Armor Institute, le métro aérien et le bâtiment de l'Union des étudiants récemment construit par Rem Koolhaas, et ici des immeubles d'habitation pour les étudiants et une petite chapelle. On devrait voir aussi par ici, mais on ne la voit pas, la centrale thermique qui est un des édifices centrale de chauffage que Mies réalise dans les années 40 et qui est cette fois-ci pleinement dans le langage des édifices industriels allemands. La chapelle elle-même nous renvoie à nouveau à Berlin. Ses proportions se rapprochent de celles de la Neue Wache, du nouveau corps de garde de Berlin. Mies affirmant à son propos, j'ai choisi, écrit-il, une forme plus intensive qu'extensive pour exprimer avec simplicité et honnêteté ma conception de ce qu'un édifice sacré doit être. Donc voici ce qu'il conçoit, un édifice à 5 travées, comme vous le voyez, qui peut s'ouvrir sur le campus, qui a une très grande modestie, une très grande sérénité, et que ne dépare pas complètement les solutions plus ou moins élégantes utilisées par ceux qui pratiquent la religion. Édifice en béton armé aussi. On verra dans le cours prochain comment cette modénature, cette utilisation de l'ossature de béton en façade avec ses retraits successifs est mise en œuvre d'abord dans l'ensemble de logements dits Promontory Apartments. Et je voudrais terminer
en parlant du plus grand bâtiment que Miss réalise sur le campus, c'est-à-dire le bâtiment de l'école d'architecture, le bâtiment du Crown Hall. Il fait partie de cette série des très grands volumes que Miss étudie. J'ai parlé du bâtiment de l'administration qui n'a pas été réalisé et de la bibliothèque. Ici, le bâtiment dit des communs, qui est une sorte où je trouve les services pour les étudiants et pour les services communs du campus, les épiceries, librairies, consultations médicales, etc. Il n'est pas réalisé, mais ce qui est important, c'est de voir qu'il s'agit cette fois-ci d'un volume presque complètement libre, presque complètement ouvert, seule la cuisine est fermée. Miss travaille à ce thème avec ce projet pour l'association des étudiants, un grand volume dans lequel les différents services et différents équipements auraient été autonomes. Et ce qui est intéressant ici, c'est l'élévation de ce bâtiment sur lequel on voit apparaître des superstructures qui sont en fait la structure du bâtiment. Le bâtiment n'est pas porté par les poteaux ici, mais ou peut-être ceux-ci participent légèrement à sa stabilité. Il est porté par une structure qui est réalisée au-dessus du plan de la toiture. Cette idée, il la développe aussi dans un projet de restaurant drive-in que vous voyez ici. Ce projet est intéressant parce que Miss installe les poutres, ces grandes poutres en treillis, non pas comme ce serait logique de façon sur le petit côté pour en diminuer la hauteur et la masse et la consommation d'acier, mais au contraire, il les utilise dans le sens de la longueur pour en faire la signature du bâtiment. Alors, Crown Hall est édifié entre 50 et 56, c'est le dernier grand bâtiment de Miss, et vous voyez d'emblée la présence ici de ces grandes poutres à âme pleine que l'on voit à nouveau sur la maquette présentée par un Miss très austère. Donc là, finalement, Miss réalise son grand espace, c'est ainsi que la presse va le commenter, le présenter. Miss présente son grand volume dans lequel aucun obstacle ne s'opposera au déploiement de la pédagogie de cette école dans laquelle il enseigne. Voici la maquette, voici une vue frontale de la maquette ici, le plan, et vous voyez sur ce plan que seul émerge du sol, les escaliers descendent dans le niveau inférieur, seul émerge du sol des cloisons et des conduits de fluide. Mais l'ensemble du bâtiment est un bâtiment complètement libre. Donc ici, Miss atteint un objectif autour duquel il tournait, si je puis dire, depuis longtemps, mais qu'il n'avait jamais réussi à mettre en œuvre. Le bâtiment se donne aussi de manière totalement transparente depuis l'extérieur. On y accède par ce grand emmarchement. À nouveau, pensez aux emmarchements de Schinkel à Berlin. C'est un bâtiment dans lequel il y a une certaine inégalité de traitement entre les étudiants qui se voient donner le grand espace avec sa lumière tellement intense qu'il faut l'abattre, la dompter avec des stores. En revanche, les enseignants, le personnel, les salles de séminaire sont dans la cave éclairée par ces petits soupiraux. Donc la modénature devient plus complexe que dans les premiers bâtiments de l'IIT. Miss intègre ses grilles d'aération dans la façade et à l'intérieur, il intègre les éclairages dans le plafond. Vous voyez que le plafond est plan, il n'y a pas d'expression tectonique dans le plafond. Il ne permet pas de soupçonner l'existence de la structure au-dessus du plan de la toiture. Une autre vue de cet intérieur avec ses cloisons, une autre encore qui nous montre le déploiement tout à fait aisé des équipements, du matériel, des travaux d'étudiants. Miss travaille donc systématiquement dans cette période sur ces bâtiments de grande portée, et j'aurai l'occasion de revenir sur certains d'entre eux. Nous voyons ici le Crown Hall, pardon. Crown Hall se trouve ici, et il est relativement modeste par rapport au grand centre de congrès qu'il étudiera
dans les années 50 ou à la Galerie nationale de Berlin qui se trouve ici. Mais il participe comme les maisons à cours en leur temps, d'une espèce de famille de projets que Mies décline selon les programmes et selon les échelles. Et je voudrais terminer avec cette image de 1947. C'est la première exposition monographique, à part la petite de Milan en 1933, consacrée à Mies van der Rohe. Elle est organisée par Philip Johnson au Musée d'Art moderne. Vous y voyez d'ailleurs la salle de concert ici, de grands tirages photographiques montrant les intérieurs de l'entre-deux-guerres. Ce moment est important. Pourquoi? Parce que la monographie que publie Philip Johnson, rendant compte de toute la trajectoire de Mies depuis les années de sa formation, est aussi la première publication qui propose un schéma historique, qui propose une analyse des cycles de projets de Mies et qui donc permet de comprendre le développement de son activité de l'Allemagne à l'Amérique où elle est encore embryonnaire. Donc nous verrons dans le cours suivant comment cette activité embryonnaire se déploie au travers de plusieurs types de bâtiments d'habitation. Merci.